Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire préparé et présenté pour vous par De Giro et ses partenaires. Nous allons parler ce soir de Warrant et pour nous offrir les clés de compréhension de cette famille de produits, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Thibaut Renou de Société Générale. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Zoé, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là Thibaut. Pour bon nombre d'entre nous, plus besoin de te présenter, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous brièvement rappeler ton rôle chez Société Générale ? Alors bien sûr, avec plaisir. Je suis Thibaut Renou, donc responsable des produits de bourse chez Société Générale. Je travaille sur ce produit depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelques éclaircissements ou quelques explications sur le fonctionnement des Varans. Parce que c'est le sujet du jour, je crois. C'est le sujet du jour. Du coup, sans plus tarder, évidemment, le programme de ce webinaire, nous allons donc rentrer en détail dans cette grande famille des produits de bourse à laquelle appartient les warrants. Nous allons comprendre le fonctionnement de ces produits. Nous allons rentrer plus en détail technique sur l'effet de levier. Nous allons peut-être aborder un peu, si tu le veux, les Grecs, les fameuses Grecs, puisqu'on en parle beaucoup maintenant. Et on aura un exemple concret vers la fin du webinaire. Évidemment, vous aurez l'occasion de découvrir votre plateforme de Giro et vous comprendrez comment pouvoir trouver les produits à effet de levier directement sur votre plateforme. Et en toute fin de webinaire, nous aurons le plaisir de répondre au maximum de questions possibles. Questions que vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer via le bouton qui s'affiche sur votre écran. Alors pour commencer, on veut savoir quel profil d'investisseur nous regarde. Et on le fait via cette petite question qui s'affiche sur votre écran. Avez-vous déjà investi dans des warrants ? Alors première réponse possible, oui, je l'ai fait une fois. Deuxième réponse possible, oui, je le fais régulièrement. Et enfin, non, je ne l'ai jamais fait. Donc, je partagerai avec toi le résultat parce que c'est toujours intéressant de connaître un peu le profil de notre audience. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va parler des warrants. Si je ne me trompe pas, tu me corriges. En France, pour la première fois, ça a été émis par Société Générale en 1989. Ça fait partie d'une famille qui s'appelle les produits à effet de levier, qui elle-même fait partie d'une plus grande famille, qui sont les produits de bourse. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce que sont les produits de bourse ? Avec plaisir, bien sûr. On est là pour ça, évidemment. Alors, les Varans et les produits de bourse. Alors, on va commencer par, effectivement, essayer de comprendre ce que sont les produits de bourse. Les produits de bourse sont des titres émis par un établissement bancaire, en l'occurrence Société Générale. Ils sont émis dans un cadre réglementaire strict. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font tous l'objet de publications, de documentation légale dans un cadre réglementaire qui est le cadre MIFID. Ces produits sont aussi listés sur Euronext, le marché réglementé, et ils font l'objet d'une communication encadrée, c'est-à-dire qu'évidemment, toute forme de communication autour de ces produits est évidemment réglementée. Alors, à quoi ça sert généralement les produits de bourse ? Ça sert à diversifier son portefeuille. Pourquoi diversifier ? Parce que il y a à la fois plusieurs types de produits de bourse différents qui permettent d'investir de manière différente sur les marchés, à la hausse, à la baisse, ou même d'investir sur la stabilité des marchés, mais aussi sur plusieurs types de sous-jacents. C'est quoi un sous-jacent ? C'est finalement le support sur lequel est émis le produit de bourse. Un produit de bourse, je prends par exemple un Varant sur le CAC 40, eh bien il va varier en fonction des variations du CAC 40. De même qu'un produit sur l'or va varier en fonction des variations de l'or. Alors, un call va varier à la hausse en même temps que l'or, et puis un put va varier à la baisse quand l'or monte, alors qu'il va monter quand l'or baisse. On y reviendra tout à l'heure. Alors, beaucoup de supports disponibles, beaucoup de types de produits de bourse disponibles, et un point commun, attention à la risque de perte en capital. Évidemment, ces produits ont plus ou moins de risques. Il y a une échelle de risque qu'on va voir tout à l'heure, et plus on prend de risques sur ces produits, plus la perte potentiellement est élevée, mais aussi l'espérance de gain. On ne peut pas dissocier le risque du rendement. Alors, ces produits sont accessibles très facilement, de 8h à 22h chez votre courtier, ou de 8h à 18h30 sur Euronext, via votre intermédiaire financier habituel. Ça veut dire que si vous avez un compte titre sur lequel vous achetez des actions,
eh bien, vous pouvez acheter aussi des produits de bourse. C'est très simple, c'est les mêmes frais de courtage, etc. Parfois, il y a des opérations spéciales, mais les conditions sont les mêmes, les conditions d'achat et de trading sont les mêmes. La liquidité de ces produits, c'est une question qui revient souvent. La liquidité est assurée par l'émetteur du produit. Ça veut dire qu'il est par contrat tenu sur Euronext d'afficher un prix d'achat et un prix de vente en permanence pendant toutes les horaires de cotation. Et ces conditions que l'on retrouve sur Euronext sont exactement les mêmes conditions que l'on retrouve directement chez les courtiers en ligne qui sont connectés avec l'émetteur. Alors, tous ces prix sont disponibles sur Euronext, sont disponibles sur le site du courtier et sont disponibles également sur le site de l'émetteur. Alors, dans les produits de bourse, il y a plusieurs types de produits, des sous-catégories. Il y a ce que vous voyez à la droite de l'écran, c'est les produits d'indexation. C'est ce qu'on appelle les trackers. Trackers 100%, c'est des produits qui vont répliquer exactement la performance d'un sous-jacent. Un tracker sur le CAC 40 va varier comme le CAC 40 aux frais près. Les produits de rendement sont des produits qui n'ont pas d'effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des scénarios d'investissement un petit peu alternatifs. Je prends l'exemple d'un bonus. Un bonus va vous proposer un rendement si on ne touche pas une barrière à la baisse. Si on touche cette barrière, eh bien, on se retrouve avec l'équivalent du montant de l'action. Et puis les produits à effet de levier, qui sont les produits les plus utilisés en bourse de Paris aujourd'hui, et notamment les varants, qui vont être le sujet de la présentation du jour. Alors il y a d'autres types de produits à effet de levier, les turbos, les leverage short, les stability ou les cap effleurés. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits de bourse historiques. Les varants étaient les premiers produits de bourse à être émis, comme tu le rappelais tout à l'heure, en 1989. Ça date un peu, mais c'est toujours un très très bon produit, et on va voir pourquoi. Alors, il y a une classification standard. Ça veut dire que tous les émetteurs de produits appellent leurs produits un peu de la même manière. Il y a les calls, il y a les puts, il y a les turbos, il y a les varants, il y a la maturité, il y a le prix d'exercice, etc. Ça favorise, comme c'est indiqué à l'écran, la compréhension. Et lorsque vous avez un guide sur les produits de bourse, vous pouvez comprendre le fonctionnement des produits de bourse, quel que soit finalement l'émetteur. Et ça, c'est intéressant. Passons maintenant au slide suivant. Alors, les caractéristiques des varants. Première caractéristique du varant, c'est le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est le support qui va permettre de calculer l'évolution du prix du varant. Je l'évoquais tout à l'heure, il peut porter sur des indices, évidemment le CAC 40, qui est le sous-jacent, un des sous-jacents les plus traités en bourse aujourd'hui, mais le Nasdaq, le Standard & Poor's, le Nikkei, etc., tous les sous-jacents internationaux font l'objet d'émissions de produits de bourse. Mais il y a aussi les actions européennes, les actions françaises, les actions américaines qui sont très très recherchées, mais aussi les devises, les matières premières, les métaux précieux. L'or fait l'actualité par moment, en ce moment c'est le cas. Il y a beaucoup d'échanges aussi sur les produits de bourse, sur l'or. Donc vous avez un panel de sous-jacents qui permettent de sélectionner ceux qui font l'actualité ou ceux qui vous intéressent ou ceux que vous avez l'habitude parce que par exemple vous travaillez dans le monde des télécoms, et bien vous vous intéressez aux boîtes de télécoms, et bien il y a des sous-jacents sur les entreprises de télécom. Pour donner une grandeur, un ordre de grandeur, on parle de combien de milliers de sous-jacents Pas des milliers, mais 1000. Des 1000, ok. 1000 sous-jacents, c'est beaucoup déjà, dont beaucoup d'actions américaines, parce que c'est l'éventail d'actions disponibles aux États-Unis plus important qu'en Europe. Il y a quelques restrictions en termes de sous-jacents, parce qu'il faut que le sous-jacent, l'entreprise sur laquelle, quand il s'agit d'une action sur laquelle est émis des produits de bourse, il faut qu'il y ait une certaine capitalisation boursière et une certaine liquidité pour absorber notamment la couverture de l'émetteur. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Peut-être une question subsidiaire. Si on ne trouve pas un sous-jacent spécifique, est-ce qu'on peut demander à Société Générale, en l'occurrence, ou l'émetteur, d'ajouter ce sous-jacent, ou en tout cas d'évaluer la possibilité de le faire? On peut évaluer la possibilité de le faire. Ce n'est pas garanti, parce que souvent on a quand même des critères assez précis. Encore une fois, la capitalisation, la liquidité, mais on peut regarder. Alors généralement, on scrute, c'est aussi notre métier d'essayer de scruter et de scanner finalement les marchés pour savoir quels sont les sous-jacents qui sont potentiellement de nature à plaire aux investisseurs. Donc les nouvelles APIO, les sous-jacents qui font l'actualité, les sous-jacents qui ont eu des belles performances ou de la volatilité font souvent l'objet, quand c'est possible, d'émissions de produits, oui. Mais parfois on peut rater quelque chose. Donc évidemment, on encourage les investisseurs à prendre contact avec nous pour nous suggérer ou nous poser les questions, de savoir quel sous-jacent on peut émettre. Alors la première caractéristique des varants, c'est pour ça qu'ils ont été émis, c'est l'effet de levier. Alors, c'est quoi l'effet de levier? L'effet de levier, c'est un mécanisme qui permet au produit de varier plus vite
que le sous-jacent auquel il se rapporte. Hein, c'est une amplification des mouvements. Je prends un exemple. Si un produit de bourse, un varant, a un effet de levier de 5, ça veut dire que à chaque fois que le sous-jacent va gagner 1%, eh bien le varant il va gagner 5%. Alors c'est vrai aussi en sens inverse. Si le sous-jacent perd 1%, eh bien le varant il va perdre 5%. Donc attention, l'effet de levier marche dans les deux sens. Alors vous l'aurez compris, ça a un intérêt puisqu'on peut avoir une exposition accrue pour une même somme investie en comparaison avec le sous-jacent. Vous avez une exposition accrue aux variations du sous-jacent, mais vous avez aussi un risque accru. Hein. Le risque ne peut pas être dissocié du rendement attendu. Hein. Alors, l'effet de levier va évoluer en fonction du cours du sous-jacent, en fonction de l'évolution, en fonction de ce qui peut se passer sur le sous-jacent. Si vous achetez un varant et que vous anticipez une hausse sur un sous-jacent, enfin, vous faites dans l'autre sens. Hein. D'abord, vous anticipez une hausse et après, vous achetez potentiellement un varant. Si vous avez raison sur votre sous-jacent, sur le mouvement du sous-jacent et sur le scénario que vous avez imaginé, eh bien, les caractéristiques du produit vont légèrement changer. Il va être de moins en moins risqué puisqu'il aura répondu à votre demande. Donc, un certain nombre de caractéristiques techniques permettent de surveiller l'élasticité, notamment surveiller l'effet de levier du produit de bourse. Question peut-être un peu plus pratique. Si on parle de, voilà, si on prend l'exemple avec effet de levier 5, moi en tant qu'investisseur, où est-ce que je peux voir justement que tel ou tel warrant, son effet de levier est 5, 10 c'est dans le nom ou c'est Non, ailleurs? parce que comme ça va bouger, ce sont dans des soit sur le site de votre courtier s'il diffuse cette information, soit sur le site de l'émetteur qui diffuse aussi cette information. Généralement, chez un émetteur, vous avez pour chaque produit une page spécifique sur le site internet qui vous donne à la fois l'élasticité, toutes les caractéristiques du produit, évidemment la maturité, on va y revenir, le prix d'exercice, le sous-jacent, etc., mais aussi les caractéristiques techniques. Vous parliez des grecs tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le θ, le delta, le vega, l'élasticité, tout ça c'est des indicateurs techniques qu'on va expliquer, mais qui permettent de savoir comment le produit va évoluer dans le temps en fonction des mouvements du sous-jacent, en fonction des mouvements de ce qu'on peut appeler la volatilité implicite, du temps qui passe, etc., pour permettre de mieux appréhender les mouvements du produit de bourse par rapport à son sous-jacent. Alors, quelles sont les principales caractéristiques des varants? Alors, un varant, c'est comme une option. Ça vous donne un droit d'acheter un sous-jacent dans le cas d'un call ou de vendre un sous-jacent dans le cas d'un put jusqu'à une date limite. Alors, quel est l'historique du varant? L'historique du varant, c'est par exemple pour des agriculteurs qui souhaitaient se garantir un prix d'achat de leurs graines à une date donnée et se prémunir de l'évolution négative ou positive de ce prix du kilo de graines. Ils achetaient des options pour avoir la certitude de pouvoir acheter leur kilo de graines à un certain prix. Ben, le principe du varant, c'est la même chose. C'est que vous avez un prix d'exercice qu'on appelle strike en anglais, qui permet de savoir à quel cours vous pouvez acheter le sous-jacent jusqu'à une certaine date. Ça, c'est le principe de base. Alors après, on va voir que il n'est pas nécessaire de garder le produit jusqu'à la maturité, mais on peut l'échanger en bourse parce que le prix de ce produit va fluctuer en bourse en fonction des caractéristiques, en fonction de l'évolution du sous-jacent. Donc, call pour bénéficier de la hausse, put pour bénéficier de la baisse. Un sous-jacent, un strike, prix d'exercice et une date d'échéance. Voici les principales caractéristiques. Et ce droit que vous donne le varant, eh bien, il a un prix. Évidemment, lorsqu'on a le droit d'acheter un sous-jacent à un prix très très éloigné, très au-dessus du cours actuel de l'action, bah, ça vaut pas grand-chose, parce que si on a une action qui vaut 10 et que vous avez le droit de l'acheter à 40, il n'y a pas trop d'intérêt. En revanche, plus le cours de l'action va se rapprocher du prix d'exercice, va monter, va se rapprocher, même le dépasser, eh bien ça va faire bouger le prix. Ce droit va voir son prix évoluer très fortement. Alors, prends quelques exemples qui sont à l'écran. Un varant call sur Total à 50 € de prix d'exercice 55 €. Enfin, je ne vois pas avec mes lunettes, sans mes lunettes, mais 55 c'est bien 55 € de maturité mars 2025 ou 26. Eh bien, vous avez le droit d'acheter à 55 € l'action Total jusqu'en mars 2026. Le but étant, et bien évidemment, que l'action Total se rapproche de ces 55 € et même le dépasse pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier et du fait que le prix de ce varant va évoluer dans le bon sens. Alors si l'action Total va dans le mauvais sens, eh bien le prix du varant va baisser et même peut terminer à 0. Hein.
c'est très important de le constater, hein, le risque de perte, c'est marqué effectivement à l'écran, le risque de perte au capital en cours de vie ou l'échéance est présent. Alors, attention, hein, il n'y a pas d'exercice du produit à maturité en action. C'est-à-dire que si vous attendez la maturité, si vous attendez la maturité, vous n'allez pas recevoir les titres. Il y a une compensation en cash, c'est-à-dire qu'on fait comme si vous aviez acheté et vendu instantanément l'action, et c'est le prix du produit. Si vous attendez la maturité, eh bien le produit est réglé en cash. Donc c'est l'émetteur qui exerce automatiquement. Exactement. À contrario d'une option, puisque tu as évoqué les options, où il y a un exercice et une livraison physique lorsqu'on a une option dans la monnaie. Donc c'est deux produits qui sont... ont des fonctionnements parallèles et comparables, mais qui sont différents. Alors pourquoi faire ? Pourquoi on utilise des varants ? Le principal attrait, le principal avantage du produit, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'effet de levier. Donc c'est pour investir avec un effet de levier sur une action sur laquelle on aura eu et construit un scénario d'investissement. Si on a une conviction forte sur un mouvement d'action, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on peut utiliser, si c'est une action, si vous avez un mouvement haussier, vous pouvez acheter un call, et si vous avez une conviction de mouvement baissier, vous pourrez acheter un put. Avec cet effet de levier, le produit va varier plus vite que l'action auquel il se rapporte. C'est une amplification des variations du sous-jacent. Pardonnez-moi. Alors évidemment, on rappelle que voilà, avec l'effet de levier, ça peut aller positivement et négativement. Donc ça va toujours... encore une fois dans les deux sens. Hein, voilà. Ça peut aller. Donc il est très important dans le trading et dans l'investissement de savoir aussi remettre en question son scénario d'investissement, savoir prendre ses pertes si on s'est trompé dans la conviction ou dans le scénario d'investissement qu'on avait établi. Hein, il est important de savoir prendre ses pertes, c'est très important également. Alors, on va continuer cette présentation avec une petite description de la manière dont on calcule le prix du varant. Alors, le prix du varant, il est calculé en temps réel. C'est-à-dire que Société Générale ou l'émetteur qui va envoyer des prix dans le marché en permanence va calculer la valeur théorique du produit automatiquement, en continu, grâce à ce qu'on appelle des automates, hein, c'est des serveurs, des ordinateurs qui vont calculer et envoyer en permanence un prix d'achat et un prix de vente dans le marché. Et donc ce prix va être actualisé parfois plusieurs fois par seconde. Hein. Il peut envoyer une succession d'ordres à l'achat et cette fourchette, on appelle ça la fourchette de prix. Donc le prix achat et le prix de vente va être actualisé en permanence. Et il va être fonction de plusieurs choses. Il va être en fonction évidemment du cours du sous-jacent. Si le sous-jacent, vous avez un call, le sous-jacent monte, le prix va monter. Et si le sous-jacent baisse, le prix du call va baisser. Il est fonction aussi de d'autres paramètres comme la valeur temps. Alors c'est quoi la valeur temps ? C'est la valeur qui est donnée au temps qui reste jusqu'à l'échéance. Autrement dit, la probabilité qu'a votre varant de terminer dans la monnaie, c'est-à-dire de voir le prix du sous-jacent au-dessus du prix d'exercice, de constituer un intérêt pour le porteur, s'il attend la maturité, eh bien cette valeur temps va évoluer dans le temps. Et donc si on est très très éloigné du prix d'exercice, cette valeur temps va être petite. Et si on est très dans la monnaie, c'est-à-dire que si on a déjà la possibilité d'exercer son option ou son varant à un prix d'exercice qui est inférieur au cours du sous-jacent, donc constitue un intérêt très fort, eh bien vous avez un peu plus de valeur intrinsèque et un petit peu de valeur temps. Alors la valeur temps, on mesure l'évolution de la valeur temps avec ce qu'on appelle le θ. Alors, le θ, c'est un des indicateurs grecs dont on parlait tout à l'heure. C'est la perte de valeur temps quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, plus on se rapproche de la maturité, moins la probabilité d'exercer son produit à maturité est élevée, et donc moins la valeur du produit soit importante. Il va baisser tous les jours un petit peu au fur et à mesure qu'on se rapproche de la maturité si le sous-jacent reste stable. Tous les jours, il va baisser un petit peu. Alors, il y a un moyen un petit peu facile enfin, rien n'est facile, hein, ce sont des produits qui sont complexes, mais d'appréhender la perte de valeur temps quotidienne. Par exemple, s'il reste 100 jours jusqu'à l'échéance et que votre produit n'a pas de valeur intrinsèque, on y revient tout à l'heure ce que c'est que la valeur intrinsèque, mais s'il est constitué que de valeur temps, s'il est en dehors de la monnaie, c'est-à-dire que si le prix d'exercice est au-dessus du cours du sous-jacent et qu'il reste 100 jours à l'échéance, tous les jours on va perdre 1 centième de sa valeur. Si on est à 10 jours de l'échéance, on va perdre 10% de la valeur. Si on est à 3 jours, on va perdre 30% de la valeur. Donc plus on se rapproche de la maturité, plus la perte de valeur temps est importante. Autre paramètre d'évolution du prix du varant, c'est la volatilité implicite du sous-jacent. À ne pas confondre avec la volatilité historique, c'est ça ? Non, la volatilité implicite, c'est une notion qui est comparable. La volatilité, c'est quoi ? C'est la manière
dont va bouger un sous-jacent au cours de sa vie. Si vous avez un sous-jacent qui a l'habitude de faire plus 10 ou moins 10 tous les jours, eh bien le varant il coûte plus cher parce qu'il a plus de chances de terminer dans la monnaie. Si vous avez un sous-jacent qui fait plus 1 ou moins 1 tous les jours, eh bien la volatilité est moins importante, donc il a moins de probabilité de terminer dans la monnaie. Donc c'est pour ça que la volatilité a un impact sur le prix du produit. D'autres impacts, mais beaucoup plus mesurés, les taux d'intérêt et les dividendes. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Mais vous avez principalement, évidemment, le cours du sous-jacent, la valeur temps et la volatilité, qui sont les 3 paramètres qui vont être très importants dans la valorisation du produit. Alors, attention, sur le marché des varans, c'est pas la loi de l'offre et la demande. C'est pas parce que vous avez plein d'acheteurs sur un varan que le produit va monter. C'est l'émetteur qui calcule le prix du produit en permanence et qui va changer sa fourchette en fonction de ce qui est calculé, de ce qui est déterminé par ces automates, par ces ordinateurs qui calculent en permanence. C'est quelque chose qu'on peut vérifier en soi, c'est-à-dire on peut poser sur un papier une formule générale qui nous permet de décortiquer Il y a un modèle qui est... C'est le modèle de Black & Scholes, qui est le modèle de pricing, de détermination du prix d'une option, qui est utilisé aussi sur les varans. C'est le même modèle. C'est un modèle mathématique très connu. Alors, pour calculer le prix d'un varan, on va décomposer sa valeur en 2 parties différentes. Il y a la valeur temps, on en a parlé un petit peu, et puis il y a la valeur intrinsèque. Alors, c'est quoi la valeur intrinsèque? La valeur intrinsèque, c'est ce qui reste comme valeur au varan à maturité. C'est-à-dire, est-ce que on a un avantage, est-ce qu'on a un intérêt à exercer son produit ou est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce que le prix d'exercice, le prix auquel on a le droit d'acheter le produit, est inférieur au cours du sous-jacent, dans le cas d'un call, ou non? C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Si vous avez le droit d'acheter une action à 50 € à maturité alors qu'elle vaut 55 €, eh ben c'est sympa. C'est plus intéressant que l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a des produits à maturité qui ont une valeur intrinsèque. On appelle ça des varans dans la monnaie. Car à maturité, ils sont dans la monnaie. Les varans en dehors de la monnaie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est ceux qui vous donnent le droit d'acheter à un prix supérieur au cours du sous-jacent, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Ce produit, quand il est en dehors de la monnaie, à maturité, il ne vaut plus rien. Il vaut 0. Le produit est perdu, il n'y a plus de valeur. C'est une moins-value. Alors, plus le prix d'exercice du produit est bas pour un call et haut pour un put, plus le prix du varan va être élevé. Évidemment, si vous avez la possibilité d'acheter à 30 quelque chose qui vaut 60, ben votre produit va valoir beaucoup plus cher que lorsque vous avez la possibilité d'acheter quelque chose à 60 alors que le cours du sous-jacent est à 30. C'est l'inverse. Donc c'est une logique imparable. Si vous avez un avantage constitué par un prix d'achat inférieur pour un call ou supérieur, un prix de vente supérieur sur un put, ben vous avez donc de la valeur intrinsèque et vous avez un produit qui est moins risqué, qui aura un effet de levier un peu moins important. Alors, cette valeur intrinsèque, elle se calcule de la manière suivante. La valeur intrinsèque des varans call, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice, divisé par la parité du produit. La parité, c'est le nombre de produits de varans qu'il vous faut pour exercer votre droit sur un sous-jacent. Et sur un put, c'est l'inverse, c'est le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent, divisé par la parité. Alors, tous les varans, vous l'aurez compris, n'ont pas de valeur intrinsèque. Et finalement, les produits qui ont le plus d'effet de levier, c'est des produits les plus risqués qui n'ont pas de valeur intrinsèque, qui ont que de la valeur temps. Donc attention quand même de ne pas prendre un produit trop risqué, parce qu'il a toutes les chances de terminer à 0. Il aura peut-être du mal à bouger. On va le voir avec ce qu'on appelle le delta, qui est un autre indicateur technique. Juste petite question par rapport à la formule. Donc ça, c'est si on prend un warrant qui est libellé dans une autre devise, enfin où il y a un sous-jacent qui est dans une autre devise, est-ce que c'est intégré justement dans cette formule? Alors, lorsqu'on a un warrant qui est sur une action américaine, par exemple, eh bien, il y aura un effet de change. Okay. Parce que c'est comme si vous avez une option en dollars que vous convertissez après en euros. Il n'y a pas de l'effet de levier sur le change, mais il y a l'effet de conversion. Si entre le moment où vous achetez le produit et le moment où vous le vendez, l'euro-dollar a perdu 5%. Vous savez que dans l'intégralité, dans la valorisation de votre produit, même si vous avez raison sur le choix ou sur l'anticipation de mouvement que vous aurez eu sur le sous-jacent, si votre produit a pris 20%, et vous aurez un effet de change qui va soit vous être favorable, soit vous êtes défavorable. Alors évidemment, si le change ne bouge pas, vous n'avez aucun impact, mais il faut bien le noter. C'est très intéressant comme question parce que on l'a vu en début d'année,
les devises, l'euro s'est valorisé par rapport au dollar, et donc dans une amplitude assez importante, de près de 10%, ça a un impact sur les produits de bourse. Alors, on a vu la valeur intrinsèque, c'est la valeur qui reste à maturité. Mais pendant la vie du produit, au cours de sa vie, il y a ce qu'on appelle la valeur temps. La valeur temps, c'est la valeur donnée à la probabilité que le varan termine dans la monnaie à l'échéance. C'est on appelle ça aussi parfois la valeur spéculative d'un varan. C'est ce qui va faire bouger le produit. C'est ce qui est calculé par la formule de Black & Scholes. Alors cette valeur temps, elle va diminuer quand on se rapproche de la maturité, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est pour cette raison qu'il est plutôt habituel, on va dire selon l'orthodoxie traditionnelle, financière traditionnelle, il vaut mieux ne pas attendre la maturité d'un produit pour revendre sa position. Parce qu'on va perdre toute la valeur temps dans les quelques jours qui restent jusqu'à l'échéance. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus on l'a vu tout à l'heure, plus on l'a déjà dit tout à l'heure, plus on se rapproche de l'échéance, et bien plus cet impact du temps va être important. Donc il vaut mieux prendre position. Il y a une petite règle, c'est généralement il faut avoir, quand on a un scénario d'investissement sur 2 semaines, on va multiplier par 3 ou 4 pour avoir une maturité. C'est-à-dire que si on compte garder son produit 2 semaines, on va prendre une maturité peut-être de 4 mois, de 2 mois, pardon. Multiplié par 4, ça fait 2 semaines fois 4, ça fait environ 2 mois, pour avoir un petit peu de marge de manœuvre et ne pas avoir trop d'impact du temps négativement. Alors, troisième élément qui va influencer le calcul du prix du varan, c'est la volatilité du sous-jacent. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Lorsqu'un sous-jacent est très volatile, eh bien, cela va avoir un impact important sur le prix du varan. Pourquoi ? Parce que si un sous-jacent est très volatile, ça veut dire le varan aura plus de chances de terminer dans la monnaie. Donc cette volatilité n'est pas figée sur le sous-jacent. Cette volatilité peut évoluer. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une action, sur une action, on attend les résultats. Si lors de la publication des résultats d'une entreprise, le chef d'entreprise raconte qu'il va, par exemple, ne pas faire les résultats qui étaient attendus par le marché. Donc une alerte sur les résultats, par exemple, eh bien c'est de nature à faire bouger énormément l'action. Une alerte sur les résultats, là, généralement les actions descendent très fortement, le marché sanctionne. Eh bien cela va avoir un impact sur la volatilité du sous-jacent. La volatilité va augmenter parce que tout d'un coup, eh bien il y a plus d'incertitude sur cette action. Ces mouvements sont de plus en plus importants et donc cette volatilité augmentant, elle va valoriser un petit peu plus le varan qui va porter sur cette action. Donc là, cette volatilité n'est pas figée, elle peut baisser, elle peut monter. Si la volatilité d'un sous-jacent baisse, ça aura un impact négatif sur le prix du varan. Si la volatilité monte, l'impact sera positif. Donc c'est important de le retenir parce qu'effectivement, lorsque nous avons des annonces de résultats, des annonces macroéconomiques, des annonces diverses et variées, cela peut avoir un impact sur la volatilité du sous-jacent, que ce soit un impact positif ou un impact négatif. Si l'action se met à bouger de manière plus importante, eh bien la volatilité va bouger également. J'ai peut-être une petite question, mais je ne sais pas si je la pose bien. Si mon cours du sous-jacent, du warrant que j'ai, il va dans le bon sens par rapport à mon warrant. Est-ce qu'on peut avoir des situations où je vais être étonné par l'évolution du prix de mon warrant? Est-ce que c'est dû à la volatilité? C'est peut-être quelque chose que ça peut être dû à la volatilité, ça peut être dû à plein de choses. Mais je vais vous donner un exemple parce que c'est une question intéressante. Généralement, sur les marchés financiers, lorsque on a des bonnes nouvelles, la volatilité a tendance à descendre. Et lorsqu'on a des mauvaises nouvelles, la volatilité a tendance à monter. Donc typiquement, si vous avez une annonce de résultats, la volatilité, elle va généralement, et si ces résultats sont bons, la volatilité va avoir tendance à monter avant, selon l'incertitude, avant la publication des résultats. Et le jour de la publication des résultats, elle va avoir tendance à baisser si les résultats sont très bons. Et donc ça, si on attend, si on veut investir sur les résultats, il faut attendre, si on a raison sur le scénario, on peut s'attendre aussi à une baisse légère de la volatilité qui va venir un petit peu entamer la performance du varan. A contrario, si on anticipe des mauvais résultats, si on se positionne sur un put avant la publication des résultats d'une entreprise,
ça va avoir un effet positif, parce que si les résultats sont mauvais, généralement la volatilité a tendance à augmenter, et donc à multiplier, à augmenter la valorisation du Varan, parce que la volatilité implicite aura augmenté. Donc il y aura un double effet, à la fois le fait d'avoir raison sur la baisse du sous-jacent en ayant utilisé un put, mais aussi en ayant bénéficié d'une potentielle hausse de cette volatilité. Alors, un petit tableau pour résumer la sensibilité finalement du prix du Varan par rapport aux différents paramètres que je vous ai énoncés auparavant. Sur un call, quand le sous-jacent, quand le cours du sous-jacent augmente, c'est positif pour les calls, c'est négatif pour les puts. Ça, c'est la première des règles, c'est la plus facile à comprendre. Sur la volatilité, quand la volatilité du sous-jacent augmente, c'est positif à la fois pour les calls et à la fois pour les puts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la volatilité du sous-jacent baisse, c'est négatif aussi pour les calls et pour les puts. Le temps qui passe, c'est toujours négatif, que ce soit pour les calls ou pour les puts. Lorsqu'un dividende anticipé augmente, si par exemple une entreprise dit finalement on ne va pas verser 1 euro de dividende dans 3 mois, on va verser 2 euros de dividende. L'augmentation de ces dividendes va avoir un impact négatif sur le prix du call et positif sur le prix des puts. Et quand les taux d'intérêt augmentent, généralement vous avez une augmentation du prix du call et une baisse du prix du put. Voilà pour résumer un petit peu les impacts des différents paramètres, sachant que le premier impact, c'est quand même évidemment le cours du sous-jacent, parce que c'est celui qui va fournir la majeure partie de l'effet de levier du produit. Alors, les Grecs, les fameuses. Les fameux Grecs, un beau pays. Mais on va pas parler du pays, on va parler des indicateurs techniques. Alors l'élasticité, je vous en ai déjà parlé, c'est le pourcentage d'évolution du prix du produit pour une variation de 1% du sous-jacent. Si vous avez un call et que l'élasticité est de 10, à chaque fois que le sous-jacent gagne 1%, le produit va gagner 10. Et si le sous-jacent perd 1%, le Varan va perdre 10. C'est l'inverse pour les puts. Si le sous-jacent gagne 1% et que vous avez un put d'élasticité 10, le put va perdre 10%. Et si le sous-jacent perd 1%, le put va gagner 10%. Le delta, c'est un indicateur particulièrement intéressant parce qu'il vous donne aussi la probabilité de terminer dans la monnaie. C'est un indicateur qui vous donne en pourcentage la variation de votre produit pour une variation de 1 euro du sous-jacent. Donc si vous avez un delta de 50%, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le prix de votre produit va gagner 50% de 1 euro, donc 50 centimes, ajusté de la parité, vous divisez par la parité. Mais il vous donne aussi finalement le pourcentage de terminer dans la monnaie. Quand vous avez un produit de delta de 50%, ça veut dire qu'il a 50% de terminé dans la monnaie selon les notions de volatilité, etc. Et le delta est très apprécié historiquement par certains investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à augmenter lorsqu'on a raison dans son scénario d'investissement. Lorsque vous achetez un produit, par exemple avec un delta de 30%, et que vous anticipez une hausse et que cette hausse arrive dans le marché, eh bien le delta va augmenter. Ça veut dire que pour chaque intervalle unique de gagner de 1 euro de gagner sur le sous-jacent, votre produit va gagner de plus en plus. Donc c'est ce qu'on appelle la convexité de la courbe du delta, pour les plus techniques d'entre vous. Ça veut dire que le produit va avoir tendance, quand on a raison sur son sous-jacent, et c'est le seul produit de bourse à avoir cette caractéristique, va avoir tendance à accélérer à la hausse. Et ça, c'est une des particularités et une des caractéristiques des Varans qui fait qu'il est toujours très apprécié par les investisseurs, et notamment en termes de couverture de portefeuille. Parce que quand on a des produits qui sont très en dehors de la monnaie et qu'on veut se protéger contre des variations très fortes à la baisse, eh bien ces produits vont accélérer tout d'un coup si le mouvement à la baisse arrive, un mouvement important, parce que si le mouvement n'est pas très important, le delta n'aura pas le temps d'accélérer et de faire varier le prix du Varan à la hausse. Mais en cas de forte baisse, eh bien les puts de Varan ont tendance à très fortement augmenter. Troisième indicateur technique, c'est le delta. Le θ. Le delta n'existe pas, le θ existe. Le delta n'existe pas encore, peut-être que ça viendra. Le θ, c'est la perte quotidienne de valeur temps. Elle est exprimée en pourcentage du prix du Varan. Ça veut dire que si vous avez un θ de X%, bien votre produit va perdre X% tous les jours. Et enfin, le Vega. Le Vega, c'est la sensibilité du prix du cours du Varan au mouvement de la volatilité. Si vous avez un Vega de 1 centime, ça veut dire que à chaque fois que la volatilité perdra 1 point, votre produit perdra 1 centime. Si la volatilité gagne 1 point, le produit gagnera 1 centime. Donc l'élasticité, le θ,
Le delta et le Vega sont les 4 caractéristiques techniques, les indicateurs techniques qui sont consultables généralement sur le site de l'émetteur et qui permettent de savoir un petit peu comment le produit va évoluer. Il existe aussi des outils, mais on en parlera peut-être tout à l'heure pour faire des simulations. Il n'y a pas d'autres indicateurs, peut-être ça ne s'applique pas au warrant. Si, du gamma, seuil de rentabilité, savoir si on attend la maturité, par exemple, combien doit progresser le sous-jacent pour qu'à maturité, on retrouve son prix d'entrée, parce qu'on aura perdu la valeur temps d'un côté, mais la hausse du sous-jacent aura compensé cet investissement. Le gamma, c'est plus pour les activités d'émission, c'est-à-dire pour couvrir des positions. Le gamma, c'est la dérivée du delta. Alors, ça devient un peu plus compliqué. Ça veut dire que quand on est émetteur de produits, on va couvrir toutes les positions que prennent les investisseurs. C'est-à-dire quand un investisseur achète un warrant, eh bien, vous n'êtes pas en position opposée avec celle de l'émetteur. Il va prendre la même position que vous parce que c'est vous qui portez le risque et pas l'émetteur. Et donc, pour couvrir sa position, il a besoin de savoir, pour être parfaitement couvert, comment va évoluer le delta. Et le gamma permet à l'émetteur de savoir, en faisant la dérivée du delta, de savoir comment il doit se couvrir, combien de titres il doit acheter en fonction de la variation du delta pour couvrir sa position. Alors, les règles d'or, très important parce que on ne choisit pas un warrant au hasard, vous l'aurez compris, ce sont des produits qui sont risqués, qui ont un effet de levier, donc il faut d'abord, avant tout, constituer un scénario de marché. Alors un scénario de marché, c'est pas uniquement savoir si le produit si le sous-jacent va monter ou baisser, c'est pas uniquement ça. Étant donné qu'il y a une perte de valeur temps, étant donné qu'il y a la sensibilité à la volatilité, il faut savoir aussi quel est constitué son horizon d'investissement. Combien de temps je donne au sous-jacent pour effectuer la hausse ou la baisse que j'anticipe. C'est très important d'avoir donc un sens et un horizon d'investissement parce qu'en fonction de cet horizon, on ne choisira pas le même produit de bourse. C'est valable pour les warrants ou c'est valable pour les autres produits également. C'est très important de le constater. En règle générale, l'horizon de temps pour ces produits, c'est du... Tout à l'heure, tu as parlé 3-4 mois. Mais alors, 3-4 mois, c'était dans le choix de la maturité, mais ce sont des produits de court terme. La durée de détention recommandée est généralement dans le document d'information clé de 1 jour. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ces produits et les porter que 1 jour, mais ce sont des produits de court terme parce que vous avez de la perte de valeur temps. Ce sont des produits pour avoir des positions plutôt court terme, effectivement. Donc, évidemment, surveiller régulièrement, si ce n'est tous les jours, son portefeuille chez son courtier. Il faut surveiller tous les jours, il faut surveiller les caractéristiques du produit parce que en fonction des variations du sous-jacent, c'est ce qui est indiqué à l'écran, c'est suivre son warrant. En fonction des caractéristiques et de l'évolution du cours du sous-jacent, eh bien les caractéristiques du produit vont changer. Donc peut-être qu'il ne sera plus adapté au scénario que vous aviez initialement prévu. Donc il faudra soit le vendre, soit vous positionner sur un autre, etc. Donc suivre son warrant, c'est très très important. Le delta, je vous en ai parlé un petit peu, il a une double fonctionnalité. Il permet de savoir la probabilité de terminer dans la monnaie. Il permet aussi de savoir quelle est la variation du prix de votre produit pour une variation de une unité du sous-jacent. Et on dit qu'un warrant équilibré, finalement, c'est un warrant dont le delta est compris entre 30 et 60%. C'est la règle, une des règles d'or sur l'investissement en warrant, c'est de ne pas prendre un produit dont le delta sera trop faible, parce que si le delta est trop faible, il aura du mal à bouger, et ne pas prendre un produit dont le delta est trop fort, parce que si le delta est trop fort, il n'aura plus d'effet de levier. Donc il faut mieux se positionner entre 30 et 60% pour avoir un warrant qui est à l'équilibre, et finalement se positionner quand le sous-jacent va traverser le prix d'exercice. Donc se positionner un petit peu en dehors de la monnaie, et puis après pour revendre quand on sera un petit peu dans la monnaie sans attendre la maturité. 4e règle d'or, prendre une maturité suffisamment lointaine. On l'a vu tout à l'heure, la valeur temps a tendance, la perte de valeur temps mesurée par le θ a tendance à s'accélérer en fin de vie. Donc il vaut mieux prendre une maturité suffisamment lointaine pour se donner un petit peu d'air dans son scénario d'investissement. Et puis avoir une bonne compréhension de la valorisation de ces produits. L'effet de levier, la valeur temps, la volatilité, ce sont des notions qui sont importantes et qu'il faut savoir maîtriser. Et vous pouvez effectivement consulter des guides pratiques ou nous interroger votre courtier pour savoir... ou la Société Générale. Ou la Société Générale, effectivement, pour savoir comment cela fonctionne. Si vous avez des questions. Enfin, un dernier tableau sur les avantages et les inconvénients des warrants. C'est important d'en avoir conscience. Au niveau des avantages,
on a évidemment une exposition à l'effet de levier, mais c'est aussi un désavantage, parce que si un effet de levier, quand on s'est trompé, ça va plus vite à la baisse. Diversification, vous avez beaucoup de sous-jacents disponibles, donc ça vous permet d'avoir une exposition sur des métaux précieux, sur des devises, on l'a vu tout à l'heure. Autre avantage, la liquidité est assurée par l'émetteur, ça veut dire que vous pouvez toujours trouver une contrepartie. L'émetteur est par contrat engagé à être présent de 8h à 22h sur ces produits. Juste quand on parle de liquidité, c'est surtout dans le sens quand on veut vendre le produit, ou c'est aussi dans la... c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne peut pas acheter, on n'a pas tellement d'intérêt, nous aussi. Mais effectivement, c'est dans les deux sens. Parce que si on souhaite se positionner pour une certaine quantité, si on ne trouve pas de contrepartie, c'est pas très intéressant. Donc, on aime bien aussi pouvoir acheter à un ordre à court limité selon la quantité qu'on a souhaité. Donc, c'est important d'avoir la liquidité à l'entrée, mais aussi évidemment à la sortie. Parmi les autres avantages constitués du Varan, vous avez l'absence de barrières désactivantes. Ça, c'est en comparaison avec d'autres produits de bourse comme les turbos. Alors, les turbos ont d'autres avantages. Chacun a ses caractéristiques. Mais en tout cas, sur les Varans, il n'y a pas de barrière désactivante. Donc, le produit n'est pas désactivé. Et dernier avantage, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la convexité de la courbe du delta. C'est l'accélération du delta. Lorsqu'on a raison dans son investissement, dans son scénario d'investissement, lorsqu'on se positionne sur un Varan et que ce qu'on anticipait a lieu sur les marchés, eh bien vous avez cette accélération du delta qui permet à votre produit de augmenter un petit peu plus vite au fur et à mesure de l'évolution positive du sous-jacent. Au niveau des inconvénients, il faut en avoir conscience. Vous avez un risque de perte de capital en cours de vie à l'échéance. Vous pouvez perdre l'intégralité de ce que vous aurez investi. L'effet de levier, on en a déjà parlé. Le risque de crédit, lorsque vous achetez un Varan, vous achetez un titre de créance de l'émetteur. Donc vous portez le risque de crédit de l'émetteur. Vous avez en inconvénient la perte de valeur temps. Si vous portez trop longtemps votre produit, même si le cours du sous-jacent reste stable, le produit vaudra moins cher parce qu'il aura perdu de la valeur temps. Et vous avez une sensibilité au taux de change. Ça, c'est une réalité qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est que vous avez, si le taux de change de la devise de votre sous-jacent évolue négativement par rapport à l'euro, eh bien le produit subira le même effet. Prenons un cas pratique peut-être. Un exemple concret. Un concret d'un Varan, pardon. C'est pas un turbo, un Varan. Call sur le CAC 40. Donc juste pour rappeler la stratégie sur le call par rapport aux premières slides qu'on a fait. Donc le call, c'est on se positionne à la hausse du sous-jacent. On se positionne à la hausse, on anticipe une hausse du CAC 40 sur, on va dire, 2 semaines. On prend donc un produit de maturité. Là, on a pris un produit de maturité du 16 janvier 2026 avec un prix d'exercice à 8000 points, alors que le CAC est légèrement en dessous. Il est à 7975 points. C'était le cas, je pense, au moment de l'enregistrement de notre émission. Alors, comment fonctionne ce produit? Bien, il a un effet de levier, on le voit, mesuré par l'élasticité sur ce tableau, qui est de 13,9. Ça veut dire que si le CAC demain prend 1%, le produit va gagner 13,9%. Il cote actuellement en marché 1,46, 1,48. Ça, c'était juste avant de commencer ce direct, parce que voilà, c'est juste... Ah oui, on est en direct. On est en direct. On a relevé, et donc ce produit, si demain le CAC prend 1%, il va prendre 10%, c'est-à-dire qu'il ne va pas coter 1,48, 1,49, il va coter 13,9% de plus, c'est-à-dire environ peut-être 15 centimes, 17 centimes, 18 centimes de plus demain, donc il sera peut-être à 1,68, 1,69, on va dire 20 centimes pour être plus simple. Et donc sa cotation va évoluer en temps réel toute la journée. Il va peut-être ouvrir demain à 1,40, si on ouvre à plus 0,1%, il va peut-être ouvrir 1,49, 1,50, etc. Et toute la journée, la fourchette de prix est actualisée en temps réel. Alors ça, c'est en cours de vie. Donc demain, après-demain, jusqu'au 16 janvier, tous les jours, le produit de 8h à 22h va voir sa cotation bouger. Alors évidemment, si le CAC descend très fortement, on est à 7975. Si demain ou en janvier, on est à 7000 points, le produit, il va, avant son échéance, valoir presque rien. Il va coter 0 à 1 centime. Parce que la probabilité, si on est le 15 janvier à 7000 points sur le CAC, la probabilité de terminer à 8000 points à la fin de la journée, elle est quasiment de 0. Donc le produit ne vaut plus rien. En revanche, si le 15 janvier, on est à, je sais pas, on va prendre l'exemple à l'échéance du Varan, on va prendre si on a 8400 points par exemple, eh bien à l'échéance, le produit vaudra
pour un cours à 8400 points, bah, vous faites la différence. Il vaudra que sa valeur intrinsèque, peut-être un petit peu de valeur temps s'il reste une journée, mais il vaudra 8400 moins 8000 points, ça veut dire qu'il vaudra 400 points divisé par la parité du produit de 200, il vaudra 2 euros. Donc, si on achète ce produit aujourd'hui à 1,48 et qu'on attend l'échéance, et que le CAC prend 5%, le produit aura pris à peu près 33% parce qu'il sera passé de 1,48 à 2 euros. Mais on l'a dit tout à l'heure, le principe, c'est pas d'attendre l'échéance, pas d'attendre 4 mois, parce que dans cet exemple, si vous attendez l'échéance, vous aurez perdu toute la valeur temps. Vaut mieux, ces produits sont faits pour être utilisés sur des périodes plus court terme, sur une période de 15 jours, période une semaine, quelques jours. Et vous n'aurez pas donc cet impact du temps. Mais même dans cet exemple précis, si vous attendez l'échéance et que le CAC gagne 5%, eh bien le produit aura gagné 33%. Ça, c'est l'exemple positif. L'exemple négatif, c'est quoi? C'est que si le CAC bouge pas, ou si le CAC est en dessous de 8000 points à l'échéance, le produit ne vaut plus rien. Hors de la monnaie, Il est en dehors de la monnaie puisqu'il vous donne la possibilité d'acheter à 8000 points quelque chose qui vaut 8000 points. Il n'a aucun intérêt particulier. Eh bien, le produit, quel que soit le cours du sous-jacent sous les 8000 points, le produit vaudra 0. Attention, hein, encore une fois, vous aurez perdu toute la valeur temps, vous avez un risque de perte de capital en cours de vie et à l'échéance. Alors, nous avons quelques outils qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ces produits. Ils sont disponibles sur le site internet sgbourse.fr. Vous avez des guides pédagogiques, vous avez des vidéos pédagogiques, vous avez des webinaires pédagogiques. Beaucoup de pédagogie, évidemment, pour comprendre, pour appréhender l'évolution du prix du varan selon des angles différents, selon l'élasticité, selon l'évolution du cours du sous-jacent, selon le delta, selon le valeur temps. On a des petites pastilles, des petites vidéos sur tous ces concepts-là qui vous permettent peut-être d'en savoir plus ou de rentrer plus en profondeur sur certains sujets. Nous avons aussi un simulateur qui permet de faire des simulations d'évolution du cours du prix du produit en fonction de l'évolution du sous-jacent, en fonction de la date de transaction. C'est important. Comme ça, vous pouvez voir directement, tiens, si le CAC prend 5% ou si n'importe quel sous-jacent prend à une évolution de 5, 6, 7, 8%, vous mettez une date dans le futur et vous appuyez sur calculer. Cela vous permettra d'avoir une bonne idée de l'évolution du prix du varan en fonction des paramètres que vous pouvez faire évoluer. Nous avons aussi un portefeuille virtuel qui permet de suivre, sans acheter le produit, vous pouvez suivre l'évolution du produit et regarder quelle aurait été la performance du produit si vous l'aviez acheté. Enfin, nous avons un outil pédagogique qui s'appelle 100 questions. Là, c'est sur l'ensemble des produits de bourse qui permet d'apprendre en répondant à des questions. C'est le principe du reverse learning. On pose des questions avant et puis après on apprend. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez passer des épreuves, des niveaux pour devenir un peu plus connaisseur sur le marché des produits de bourse. Et puis d'autres outils, le point marché, qui vous permet de suivre les sous-jacents. Ça, c'est en cliquant sur un sous-jacent, vous avez aussi les différents produits de bourse qui existent sur chacun de ces sous-jacents. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et peut-être qu'on a des questions. Alors, on a des questions. Juste avant, peut-être, je vais partager avec toi le résultat du sondage que j'avais dit en tout début de webinaire. Alors, 62% de nos auditeurs n'ont jamais investi sur les warrants. C'est une bonne nouvelle. 14% le font régulièrement et 24% l'ont fait, mais qu'une seule fois. D'accord. Alors, donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce résultat. Maintenant, on va lancer la démo. Donc, vous allez comprendre comment trouver les produits à effet de levier via votre plateforme de Giro. Et on revient tout de suite après pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et on en a beaucoup. Donc, ça va être très intéressant. Donc, à tout de suite. Bienvenue sur votre plateforme de Giro. Avant de commencer à investir sur les produits à effet de levier, il est important de noter qu'il s'agit de produits complexes qui ne sont pas adaptés à des profils débutants et que pour cette raison, ils nécessitent de passer les tests d'adéquation pertinents. Lorsque vous ouvrez votre plateforme, vous pouvez facilement trouver les produits à effet de levier en passant votre souris sur l'icône Produits dans la barre latérale noire à gauche de votre écran, puis en cliquant sur Produits à effet de levier. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche principale pour rechercher un sous-jacent spécifique, par exemple ici, Société Générale. Vous pouvez ensuite naviguer vers les produits à effet de levier liés à ce sous-jacent en cliquant sur l'onglet Produits à effet de levier.
Pour l'instant, nous allons utiliser la barre de gauche et aller à la page générale des produits à effet de levier. En cliquant sur le bouton Produits à effet de levier, vous trouverez un aperçu de tous les produits à effet de levier disponibles sur votre plateforme. Vous pouvez affiner votre recherche grâce à la barre de filtre personnalisée en haut de la page. Tout d'abord, vous avez une barre de recherche. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer une recherche en tapant par exemple un sous-jacent spécifique, un type de produit, si vous ne recherchez que des puts ou que des calls, par exemple. Dans le filtre suivant, vous pouvez choisir de ne voir que les puts ou que les calls. Puis nous pouvons choisir un actif sous-jacent. Actuellement, l'indice CAC 40 est sélectionné par défaut. Cependant, vous pourrez sélectionner d'autres sous-jacents, tels que des actions ou d'autres indices. Le dernier filtre vous permettra de sélectionner l'émetteur du produit à effet de levier, par exemple BNP Paribas et Société Générale. Pour les besoins de cette vidéo, nous sélectionnons Société Générale. Après avoir personnalisé votre filtre en fonction de vos intérêts, vous pouvez trouver les différents produits à effet de levier disponibles. Dans la première colonne, vous trouverez le nom du produit. Le nom du produit est codifié et vous pouvez déjà identifier les différentes caractéristiques du produit à effet de levier. Son sous-jacent, le type de produit dont il s'agit, par exemple s'il s'agit d'un warrant, d'un turbo ou d'un autre type, s'il s'agit d'un call, d'un put. Vous trouverez, le cas échéant, la barrière désactivante, le prix d'exercice et le niveau de financement, toujours le cas échéant, la date d'expiration, l'effet de levier ou encore la parité. À côté de la colonne du nom du produit, vous trouverez des données actualisées pertinentes relatives à chaque produit, notamment le dernier cours auquel le produit a été négocié, la différence monétaire et la différence en pourcentage pour la journée de négociation en cours, toutes deux comparées au cours de clôture. La clôture est le cours auquel le produit a été négocié pour la dernière fois, au cours de la journée de négociation précédente. La mention dernier fait référence à l'heure de la dernière transaction sur ce produit. À droite, vous pouvez voir le temps nécessaire pour obtenir les prix actuels, c'est-à-dire si c'est en différé ou en temps réel, comme c'est le cas ici. Chaque produit émis dispose d'une page produit spécifique. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pourrez y trouver des données de marché plus détaillées telles que le cours, le graphique interactif et la documentation du produit pertinente. Vous pouvez trouver l'offre et la demande qui font référence au prix le plus élevé et au prix le plus bas pour lesquels une personne souhaite actuellement acheter ou vendre le titre, le volume d'offres ou de demandes correspondant et la quantité du produit qui est actuellement proposé ou demandé à ce prix. Il s'agit essentiellement d'un outil permettant d'afficher les ordres d'achat et de vente des autres investisseurs qui sont les plus proches les uns des autres. Le carnet d'ordre est un outil utile pour les investisseurs car il fournit une vision claire de l'offre et de la demande en temps réel. Lorsque nous cliquons sur Achat, la fenêtre d'ordre s'ouvre sur le côté. Cela vous donne un résumé des informations pertinentes. Avant de placer un ordre, vous devrez choisir la durée de celui-ci via cet onglet déroulant. Deux options s'offrent à vous. Choisir de faire expirer l'ordre à la fin de la journée de bourse, ce sera l'ordre du jour, ou vous pouvez aussi placer un ordre continu. Un ordre continu n'expire que s'il est annulé par vous, la plateforme de trading ou la place boursière. Ensuite, nous pouvons choisir le type d'ordre. Vous pourrez entre autres choisir de placer un ordre au marché qui spécifie uniquement la quantité de titres que vous souhaitez acheter, mais pas le prix que vous êtes prêt à payer pour cela. Vous pouvez aussi choisir un ordre à cours limité, c'est-à-dire vous allez spécifier à la fois le prix, c'est-à-dire la limite, et la quantité du produit. D'autres types d'ordres sont disponibles et vous pourrez les choisir en fonction de votre stratégie. Une fois que vous avez passé votre ordre, vous le verrez dans vos ordres en cours sur votre tableau de bord principal. En suivant ma souris, vous aurez ici cette section ordre en cours. Une fois exécuté, votre portefeuille sera mis à jour en conséquence, faisant suite à la transaction. Nous vous remercions d'avoir regardé cette courte vidéo de présentation de votre plateforme.
On se retrouve tout de suite en studio pour répondre à vos questions. Alors nous voilà de retour, Thibaut, donc pour répondre aux questions de notre audience. Alors première question de Frédéric. Comment est calculée la volatilité du sous-jacent? Donc ça, c'est des choses qu'on a vues au cours de des slides. Oui, alors la volatilité du sous-jacent, elle est calculée sur la base des échanges qui ont lieu sur les marchés optionnels, marchés un peu plus professionnels, avec la formule de Black & Scholes, c'est-à-dire que la volatilité du sous-jacent va être issue du prix échangé sur les options, du cours du sous-jacent, des taux d'intérêt, etc. On va recalculer inversement la volatilité implicite de référence pour l'appliquer sur les varants. Alors, plusieurs questions de Séverine, donc en plusieurs morceaux. Donc, première question, c'est un même warrant peut-il avoir plusieurs échéances? Donc, alors non, un varant a une échéance, mais il peut y avoir plusieurs varants sur un même sous-jacent avec plusieurs échéances différentes. Mais un varant a toujours un prix d'exercice, une date de maturité, donc une seule échéance. Quelles sont les différentes échéances possibles? Est-ce qu'on parle de plusieurs mois, plusieurs semaines? Alors généralement, on émet régulièrement des produits, et lorsqu'on émet des produits, on a des maturités 3 mois, 6 mois, 1 an, ça ne va pas vraiment au-delà, peut-être parfois 18 mois. Et puis évidemment, quand on se rapproche de la maturité, on peut se retrouver plus proche. Mais on a par exemple sur le CAC des échéances mensuelles, et sur les actions, on a plutôt des échéances trimestrielles. Question de Nino. Pourquoi investir dans des warrants plutôt que dans des options? Très bonne question. Il y a plusieurs différences entre les varants et les options. La première différence, c'est que vous avez sur les varants un éventail de sous-jacents qui est plus important. Donc vous avez plus de choix. La deuxième chose, c'est que la liquidité est assurée par l'émetteur. Donc vous avez la certitude d'avoir toujours une contrepartie, que ce soit pour acheter et pour vendre. Voilà 2 éléments qui sont quand même assez importants à l'avantage des varants par rapport aux options. Question de Francis du 78, je crois. Alors, vous parlez des warrants et de la Bourse de Paris. Peut-on les utiliser sur des places étrangères, sur d'autres bourses? Alors, ça ne veut pas dire que quand un warrant est émis par Société Générale sur la Bourse de Paris, il ne porte pas que sur les actions de la Bourse de Paris. C'est-à-dire que vous avez en Bourse de Paris un certain nombre de warrants qui portent sur des sous-jacents qui, eux, sont externes à la Bourse de Paris. Je pense à Tesla, je pense à Nvidia, je pense à Oracle ou Advanced Micro Devices qui ont fait l'actualité récemment. Mais tous ces produits sont listés en Bourse de Paris. Donc il faut bien faire la différence entre la place de cotation du warrant et la place de cotation des sous-jacents des warrants. Okay. Question de Margot. Quels sont les sous-jacents les plus fréquemment proposés? On parle d'actions, d'indices, matières premières, et pourquoi? Alors, les sous-jacents les plus utilisés aujourd'hui de tête, je vais peut-être faire des erreurs, mais c'est CAC, Nasdaq, des actions américaines, Nvidia, Tesla, Alphabet, etc. Vous avez aussi l'or qui est très utilisé en ce moment. Et comme il y a 1000 sous-jacents, si vous voulez, il y en a beaucoup qui sont utilisés, mais c'est finalement, les sous-jacents ne sont pas différents des actions qui font l'actualité. Puisque quand vous avez de l'actualité, vous avez des mouvements, et quand il y a des mouvements, il y a de l'intérêt potentiel à l'utilisation des warrants. Alors, question, quelle tendance actuelle observez-vous dans la demande de warrants? Alors, la demande de warrants est toujours... sur l'ensemble du marché des produits de bourse, on est en hausse depuis évidemment les années Covid. Vous avez un intérêt croissant. Les warrants dans l'ensemble des produits de bourse, ça représente à peu près une transaction sur 5 sur l'ensemble des échanges de produits de bourse. Donc les warrants, ils se maintiennent à cette position-là. Mais on a vu, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les indices, on a vu beaucoup de positions sur des puts indices qui ont été prises, notamment l'année dernière, parce que, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un outil assez apprécié dans le cadre d'une couverture de portefeuille. Question de Nidal. Quelles sont les principales erreurs que commettent les investisseurs particuliers lorsqu'ils utilisent les warrants? C'est d'utiliser une élasticité trop forte et donc un delta trop faible. En voulant avoir un effet de levier trop fort, ils se positionnent sur des produits qui valent presque rien et qui ne bougent plus parce qu'ils ont un delta très faible, qui ont du mal à démarrer. Alors, question de Jasper. Quand revendre? Est-ce qu'il y a une formule? Vous avez gagné? Non, vous avez gagné. Non, pas du tout. Il faut revendre quand soit son plan d'investissement a été respecté, c'est-à-dire qu'on avait anticipé un mouvement sur le sous-jacent, ce mouvement s'est vérifié, donc il faut revendre, soit lorsqu'on a la tolérance à la perte qu'on avait définie avant son sous-jacent, avant son scénario d'investissement, qui a été touché. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça s'appelle le money management. Il est très important d'avoir un plan avant
d'investir sur un produit à effet de levier. Un plan, c'est quoi? C'est quel est le mouvement, l'amplitude de mouvement que j'attends sur le sous-jacent et sur quel horizon d'investissement. Avec ces deux règles-là, on va pouvoir choisir un produit de bourse, un varant, qui correspond à ce sous-jacent, à ce scénario-là. Si ce scénario n'arrive pas, il faut savoir prendre sa perte ou savoir sortir au bon moment. Donc c'est très difficile de dire quand revendre son varant, c'est une question un peu large, si je puis me permettre, mais il faut surtout respecter des règles de money management. Où qu'est-ce que j'anticipais comme mouvement? Est-ce que ce mouvement est arrivé? Et s'il n'est pas arrivé, il vaut mieux sortir parce que les conditions ont changé. Alors quel montant minimal pour investir dans un warrant? Alors, il n'y a pas vraiment de minimum. Hein. Le minimum, c'est son prix, hein, parce qu'on ne peut pas investir en fractionné sur un produit qui vaut 1,40 €, on l'a vu tout à l'heure. Mais on peut acheter un varant. Alors, ça n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il y a quand même des frais de courtage. Même si les frais de courtage sont réduits chez certains courtiers en ligne, comme celui qui apparaît à l'écran. Mais, tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous n'êtes pas obligé d'investir des milliers d'euros sur des varants. Il y a beaucoup d'investisseurs dont les ordres sont compris entre 200, 300, 400, 500 euros, 600 euros, sur des montants qu'ils sont prêts à risquer avec de l'effet de levier. On n'investit pas toute son épargne sur un varant avec un effet de levier, ça n'a pas de sens, vous l'aurez compris. A contrario, on peut avoir une exposition accrue quand on a une conviction forte sur un mouvement. On peut se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion, c'est une configuration de marché qui se prête à un investissement avec un effet de levier. Question de Sergueï, un warrant est-il toujours liquide? Alors la liquidité est encadrée par contrat entre l'émetteur et la place, le marché réglementé, en l'occurrence Euronext. Donc cet encadrement définit des spreads maximum, des quantités proposées minimum et un taux de présence également qui doit être minimum sur une journée de cotation. Ces données sont d'ailleurs publiées par Euronext. Société Générale fait partie des mieux placés sur son taux de présence en marché qui dépasse les 99,9%. Question technique, ça c'est pour l'émetteur. Comment la banque émettrice se couvre-t-elle lorsqu'elle émet des warrants? Alors c'est pas quand elle émet un varant, mais quand elle en vend. Lorsqu'elle émet un varant, elle ne se couvre pas. Alors en revanche, quand elle en vend, c'est-à-dire quand un investisseur achète le varant, elle va se couvrir de deux manières. Elle va acheter le sous-jacent et elle va acheter des options pour se couvrir avec les options contre les hausses potentielles de la volatilité et avec le sous-jacent contre les hausses du sous-jacent, évidemment. Car, encore une fois, la banque émettrice ne prend pas une position inverse à celle prise par l'investisseur, mais la même position pour pouvoir lui rendre et lui payer, lorsqu'il vend, payer la somme qu'il a investie. Et enfin, dernière question, parce qu'on a un temps imparti, c'est la question que je t'avais posée tout à l'heure, donc c'est l'audience qui nous la repose à nouveau. Pourquoi observe-t-on parfois qu'un warrant perd de la valeur alors que le sous-jacent va dans le bon sens? Alors ça peut être soit la valeur temps, hein, on est proche de la maturité, l'impact du temps, soit un impact de la volatilité négatif. Si la volatilité baisse sur une période donnée, eh bien, le prix du varant à court du sous-jacent constant ou si le sous-jacent monte, ça peut avoir un impact fort si le produit a un Vega fort. C'est-à-dire que s'il est très risqué, il sera très sensible aussi au mouvement de volatilité. Okay, alors, juste dernière question, je l'avais pas vu, c'est comment obtenir des warrants? Alors, via votre courtier habituel. Donc voilà pour les questions. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Zoé. J'espère que ça a ouvert des perspectives inédites pour notre audience. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Donc merci encore. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup.